Salut et bienvenue à toi sur ce podcast qui aide les hommes gays et queer à s'épanouir. Moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai très longtemps été sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est un guide pour se débloquer. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et à choper des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. Ça marche pour moi et j'espère vraiment que pour toi aussi. D'ailleurs, si tu veux que ce podcast continue, j'ai besoin de ton aide. Je cherche 400 auditeuristes qui donnent 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC. Bon, on est déjà à 70, j'utilise mes économies pour compenser, mais ça ne tiendra qu'un temps. Alors rejoins les 400 maintenant, lien dans le descriptif de cet épisode ou en tapant bit.ly/comment devenir. Tu y trouveras aussi mon Instagram pour voir ma tête, petit curieux, suivre les coulisses du podcast et le lien du Discord pour discuter entre auditeurs. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Salut Guillaume, je voulais t'envoyer un petit message concernant tes podcasts que j'ai dévoré. La petite remise en situation, je suis une femme hétéro de 30 ans. Et je dois avouer que là, ce podcast, Comment devenir sexuellement épanoui, il m'a fait rire, il m'a fait pleurer. Il y a des épisodes vraiment qui sont absolument poignants, des épisodes qui me font réfléchir. Je pense que ça m'a fait beaucoup réfléchir à ma propre sexualité, à comment moi je deviens épanouie dans mon couple. Ça a fait bouger des choses, je pense. Ça m'a fait... Ouais, vu que ça m'a fait beaucoup me questionner, ça m'a fait passer à l'action sur certaines choses. Et du coup, par effet domino, ça m'a rendue plus épanouie. Donc un grand merci. Et aussi, je suis dans une association qui s'appelle Sésame, qui fait de l'éducation sexuelle et affective en milieu scolaire. Donc c'est du bénévolat et on intervient du CM2 jusqu'à la terminale. Et dans les épisodes ici et là, je pioche plein de choses qui peuvent aider les jeunes que je rencontre. Voilà. Dans mon asso, on est toujours à la recherche de recrues et de jeunes recrues. Si tu connais des gens qui sont intéressés, si un jour il y a une possibilité de passer un petit appel quelque part dans ton podcast. Voilà, on est vraiment là pour répondre aux questions des jeunes sur l'amour, l'amitié et la sexualité. Merci beaucoup, continue, voilà, je t'envoie plein de love, bisous bisous. Pierre, bienvenue chez moi. Merci Guillaume. Je commence par une petite intro. On a discuté, toi et moi, ce que j'ai trouvé vachement puissant dans ton histoire. Tu racontes ce rôle de passif dans lequel tu t'es mis pendant plus de 20 ans, 25 ans, tu ne te fais pas pénétrer et tu rentres dans ce rôle de passif, donc le mec un peu plus soumis, peut-être un peu plus petit. Tu vas jusqu'à te forcer à avoir des relations sexuelles alors que ça te fait mal. Et un jour, tu as un déclic, tu vois bien que ça te correspond pas bien, et donc tu veux sortir de ce stéréotype du passif, c'est ce que tu vas raconter là aujourd'hui. Ce rôle de passif, ce que j'ai compris, c'est aussi une façon pour toi de trouver une place dans ce milieu gay parisien. T'as grandi dans un petit village de 500 personnes, tu m'as dit, et exactement. Tu arrives à Paris peut-être avec plein d'espoir de trouver une communauté, et en fait tu déchantes. Et du coup, tu vas aussi nous raconter ton déclic pour reprendre le pouvoir, ou en tout cas le chemin, parce que peut-être que tu n'y es pas encore et c'est tout à fait ok, et aller vers une sexualité un peu plus alignée pour toi. En tout cas, je ne veux pas divulgacher la fin, mais tu m'as dit, je cite, « J'ai découvert ce que ça veut dire de faire l'amour il y a quelques mois. » Exactement. Moi, j'avais envie de commencer par le début, on va le faire chronologiquement. Ouais. Toi, tu m'as dit, et ça avait l'air d'être important pour toi, que tu grandis dans un petit village. Ça fait quoi ? Aujourd'hui, t'as quel âge ? Aujourd'hui, j'ai 36 ans. Ouais. Et ça fait quoi de grandir dans un petit village ? Tu vois, moi, j'ai grandi en région parisienne. C'est quoi la différence ? Alors, quoi qu'il arrive, j'en suis ravi.
parce qu'effectivement, j'ai eu une enfance, somme toute, assez paisible, certes, dans un collège et un lycée de ZEP, ce qui est effectivement a son importance aussi dans la construction d'un homo. Mais au bout du compte, je suis quand même ravi d'avoir grandi dans un petit village parce que ça m'a permis aussi, justement, au-delà de grandir au grand air, de pouvoir vraiment m'exprimer librement, sortir, faire du vélo. Moi, il faut savoir que j'ai eu une éducation assez libertaire de la part de mes parents. Okay. Ils me faisaient confiance très rapidement pour que je puisse aussi sortir, voir mes amis, m'épanouir. Donc voilà, en tout cas, moi, je dirais toutes les embûches que j'ai pu connaître dans la construction de ma sexualité, elles viennent clairement pas de mes parents, qui en tout cas ont toujours quand même constitué pour moi un socle justement de construction. Et ça, c'est une vraie force. Après, évidemment, le côté moins positif, c'est que qui dit petite ville, petit village, dit aussi petite communauté, beaucoup de on-dit et des choses qui se savent très vite. Effectivement, dans les années 90 en plus, on n'est pas non plus en 2023. Donc, c'est sûr que ça a son lot de quotidienneté un peu plus compliquée, notamment à l'école. Parce que toi, tu te souviens du moment où tu te dis « je crois que je suis différent ». Ah oui, c'est marrant parce que j'en parlais justement avec un copain il y a pas longtemps. Moi, je fais partie de ceux qui, je pense, ont toujours su, sans le savoir, parce que même sans être sexualisé étant enfant, j'avais cette notion de différence très profondément ancrée en moi, par d'autres aspects, peut-être de sensibilité, mais qui, moi, je pense, ont fait que j'ai toujours su que j'étais sexuellement différent de la norme, en fait. Toi, aujourd'hui, tu t'identifies gay. Ouais. Ok. C'est quoi ce que je comprends, c'est que petit village veut dire tout se sait. Donc toi, tu as peur qu'on sache que tu es gay et ça a un impact ou ça s'est joué autrement ? Ah oui, complètement. Déjà, dans ce village-là, dans mon adolescence, puis ensuite, ça s'est poursuivi jusqu'à mon coming out qui s'est fait très progressivement. J'ai toujours su, développer des stratégies de contrôle et d'esquive, en fait, comme beaucoup de gays qui sont dans le placard le savent très bien, pour esquiver des conversations. C'est-à-dire, j'ai toujours eu, socialement, c'est très compliqué parce que j'ai toujours su anticiper. C'est épuisant mentalement, mais anticiper des questions qui potentiellement ne vont pas venir, mais savoir les anticiper pour pouvoir éventuellement les esquiver, ne pas y répondre, ou trouver quelconque subterfuge pour sortir de situations dans lesquelles j'étais même pas forcément, mais que je voyais venir. Donc, hypervigilance. Une vigilance de chaque instant. C'est vrai que c'était un contexte qui demandait quand même toujours d'être dans le contrôle. Voire de mentir un peu, en tout cas clairement de mentir par omission, parce que je ne pouvais pas me permettre de mettre à nu qui j'étais de par la génération et le contexte effectivement d'une petite ville à ce moment-là, quoi. Où tu sais que si les gens découvrent que tu es gay, qu'est-ce qu'il aurait pu se passer ? Au-delà de mon village, en fait, c'est plus effectivement le collège-lycée qui était dans une ville à côté, qui était un collège et un lycée de ZEP, donc avec pas mal de cités autour. Moi, globalement, j'ai jamais eu de gros problèmes avec tout le monde, enfin avec personne, mais il en reste pas moins que il y avait quand même beaucoup d'histoires, il y avait beaucoup de bagarres dans mes écoles, il y avait des histoires de harcèlement, enfin c'était quand même un lycée. Je dirais, il y avait de la pauvreté là où j'ai grandi. Donc, qui dit pauvreté, forcément, socialement, ça appelle aussi pas mal de violence. Donc c'est en ça que ça me faisait peur. T'as eu des amourettes, des amours, des expériences sexuelles là, dans ce chemin de collège, lycée, où du coup, non, t'es dans le placard, faut pas qu'on sache. Oui, mais du coup, c'est drôle que tu me parles de ça parce qu'effectivement, j'ai repensé à quelque chose récemment qui m'a marqué. Je pense que j'ai vraiment occulté, mais profondément en moi, qui était un amour assez profond que j'avais pour mon meilleur ami, en fait, et qui, d'une certaine manière, sans vouloir faire moi-même de la psychologie de comptoir et m'auto-analyser, mais je pense que ça a eu un impact très négatif quand même sur ma construction, je dirais plus sentimentale, amoureuse. Oui. Avec derrière une peur de l'abandon, tout ça, parce que au-delà du fait qu'évidemment c'était pas réciproque, le retour était assez violent. Et oui, mais le retour, ça veut dire tu as quel âge à ce moment-là? 15 à 17 ans. Ok. Voilà. Donc personne ne sait que t'es gay. Personne. Toi, tu le sais. C'est ça, à 15-16 ans, toi, tu te l'es dit à toi-même. Clairement. Ok. Et ton meilleur ami, tu veux raconter cette partie-là?
Ouais, ben effectivement, c'est mon meilleur ami que j'ai depuis peut-être que j'ai 5-6 ans. Je pense que je tombe amoureux quand je commence à avoir 13-14 ans. 14-15 ans, ouais. Qui est vraiment le moment où on commence à faire vraiment les 400 coups. Et voilà, globalement, je regarde mon adolescence avec beaucoup de douceur parce que voilà, j'ai eu la chance aussi de faire les 400 coups, de beaucoup rigoler, beaucoup m'amuser, notamment avec ce garçon. On s'est vraiment beaucoup rapprochés comme deux meilleurs copains de 15-16 ans. Et c'est vrai que même si c'est rien passé, pour moi, c'était une relation très importante dans laquelle j'idéalisais et j'imaginais plein de choses, potentiellement pouvoir se passer. Mais c'est-à-dire, toi, tu fantasmais sur lui, tu te masturbais. Oui, sexuellement, malheureusement. Non, mais vraiment, un point de vue de me dire, plus tard, peut-être qu'un jour, on se verra, peut-être qu'un jour, on sera amoureux et que tout le monde le saura, que ce sera génial. Ouais. Et ça s'est développé un peu plus tard, peut-être, ou dès le début. Non, puisque à 6, dès le début. Non, vraiment plus à 14 ans. Okay. 15 ans. Tu te souviens de lui parler? Tu lui as fait un coming out? Ah non, inenvisageable. Impossible. Ouais. Impossible parce que je pense qu'il faisait partie profondément intégrante de ce contexte autour de moi qui ne devait pas le savoir, qui ne pouvait pas le savoir, parce que même si il m'aurait jamais fait de mal directement, il faisait partie de ce contexte, ce lycée, ce collège, ces gens autour, il connaissait beaucoup de gens, et puis il y avait les amis des parents, tout le monde se connaît, quoi. Ouais. Donc, et tu l'as peut-être entendu avoir des propos homophobes, tapette? Pas forcément, pas lui, non. Pas de sa part, parce que je pense qu'encore une fois, quand même, quand je dis personne ne le savait et tout le monde le savait, enfin, qu'on soit clair. Quand on est un garçon sensible, qu'on traîne beaucoup avec des filles, mais qu'on sort jamais avec elles, qu'on déteste jouer au foot, c'est des gros clichés, mais qui à la fin amènent aussi certaines vérités qui font que je pense que les gens autour de moi, au bout d'un moment, on est adolescent, on est en pleine construction, on sait pas encore, mais voilà, je pense que les gens pouvait potentiellement s'en douter, donc il me laissait tranquille là-dessus, je pense, et que ça l'arrangeait très bien, parce que lui-même, en pleine construction, peut-être se posait des questions. Ok. Je pense. Aujourd'hui, tu es encore en contact avec lui? Non, malheureusement, et je pense que l'eau a coulé sous les ponts, et j'aurais pu, moi, parce que vraiment, encore une fois, on rigolait vraiment beaucoup, et moi, ça m'a fait plaisir de garder contact avec lui. J'ai gardé quelques personnes au-delà de ma famille, des personnes, mais c'est vrai que lui, justement, quand je parle de peur de l'abandon et tout, c'est que très vite, un jour, il a disparu de ma vie, mais du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'on passait l'entièreté de nos journées, de chaque jour, de chaque semaine, de chaque mois, de chaque année, pendant une dizaine d'années ensemble, fusionnel, et du jour au lendemain, il est parti. Il m'a même pas dit qu'il déménageait dans le sud. Voilà, comportement très étrange. Donc je pense que c'est pour ça aussi. T'as ghosté, c'est ça le truc. On était vraiment sur le premier ghosting de toute ma vie, effectivement, ouais, tout à fait, ouais. Ah mais alors là, on règle. Ouais, tout à fait. Et c'est super violent. C'est honnêtement d'une violence rare parce que quand on a 17 ans, en plus on n'est rien. Je veux dire, on s'est pas construit, on sait pas ce que c'est tout ça, on sait même pas ce qu'on ressent. Donc c'est un abandon assez dur, ouais, assez violent. Quand on pense être profondément amoureux, ouais, c'est dur. C'est marrant parce que je savais, ça tu me l'avais pas dit et donc je le savais pas. Mais la semaine dernière, j'ai recontacté comme ça, là, comme toi, mon premier amoureux du collège. C'est drôle. C'est marrant, hein. Parce que moi, j'ai envie de briser les tabous et de faire face, tu vois. Et du coup, je l'ai contacté pour savoir ce qui s'était passé pour lui. Parce que moi, mes souvenirs sont super flous. Je me souviens que moi, je fantasmais, j'avais vraiment toute une histoire pareille comme toi dans ma tête. Enfin, genre, on était potes. Et puis moi, je m'inventais plein de trucs. Et puis, je me souviens lire tous les moindres faits et gestes, tu vois. Une façon dont, tu vois, il me souriait ou il me touchait ou il me passait un crayon. J'étais là. Je pense qu'il y a un truc là. Enfin, tu vois, j'étais... Et un jour, et petit à petit, j'ai eu l'impression de me dévoiler de plus en plus. Je me rappelle rentrer chez moi, on parlait sur MSN. Ouais. On est vieux. Des whiz. Et jusqu'au jour où j'ai eu le courage, ou en tout cas, je sais pas si le courage, je lui ai dit, je me souviens plus ce qui s'est passé. En fait, j'ai complètement fait un blackout. Ouais. Et je sais que c'était à un moment d'une vulnérabilité de ouf et tout. Et du coup, en fait, je l'ai recontacté.
Et en fait, il m'a dit, je me souviens qu'on était juste potes, mais pour toi, c'était peut-être plus. Et après, j'ai aussi eu l'impression qu'il avait pas envie qu'on en parle. Ça, c'est vrai, tu vois, tu débarques 30 ans plus tard ou 20 ans plus tard dans la vie de quelqu'un. Lui, il est marié avec des enfants. Bon, bah, il a aussi, tu vois, le droit d'avoir d'autres choses à... Mais en tout cas, toi, est-ce que tu aurais envie de recontacter ce jeune homme ? Alors déjà, bravo pour ton courage, parce que je pense que c'est un âge où clairement, moi, je ne l'aurais jamais fait. Enfin, c'était pas du tout une option hein, d'imaginer lui en parler à lui ni à qui que ce soit d'autre. Parfois j'y pense, mais alors vraiment sans aucune attente, peut-être plus encore une fois dans une idée de revoir des personnes avec qui j'ai pu à un moment donné célébrer la vie. Et... T'as son prénom et son nom ? Ouais. T'as jamais googlé dans LinkedIn ? Alors je pense qu'il est pas très réseaux sociaux parce qu'évidemment quand même, je pense que j'ai déjà fait par le passé comme je le fais par curiosité avec plein de gens, mais tu l'as pas trouvé. Mais quoi. Je pourrais très facilement. Enfin, j'ai son numéro encore. Hein, je pourrais très facilement le recontacter. Peut-être un jour je le ferai. Mais comme toi, je pense qu'il est vraiment passé à autre chose. On a des vies pour le coup clairement différentes aujourd'hui. Comment tu sais de sa vie aujourd'hui ? Bah parce que encore une fois, qui dit petit village dit que on a potentiellement, enfin on a des amis d'amis. Okay. Bon. T'as des news. Oui, voilà. Ouais, des news c'est un grand mot, mais en tout cas je sais où il en est aujourd'hui, de par effectivement des connaissances un peu en commun que j'ai eu des échos il y a quelques années, mais. Tu fais ton coming out à quel âge ? Alors, moi, je ne sais jamais répondre à cette question parce que ça a été très progressif pour moi. C'est-à-dire que comme pour moi, ça a été un chemin de croix, le coming out, ça s'est fait très progressivement. C'est-à-dire que j'arrive à Paris à 18 ans, je me fais une bande de potes qui devient encore aujourd'hui vraiment mon noyau dur dans ma vie. Mais ces gens-là, j'ai beaucoup de mal à leur dire quand même au début. Ce sera tout de même les premières personnes à qui je le dis, mais je dirais peut-être à 21 ans. Ok. À quelques-uns. Après, je l'ai dit à d'autres personnes autour de 25, 26 ans. Dans le milieu du travail, plutôt autour de 28 ans. Et mes parents, je leur dis le jour de mes 30 ans. Ok. Voilà, parce que ça me tenait vraiment à cœur. J'avais cette sorte d'échéance un peu dans ma tête, d'objectif, de me dire, bon, il faut quand même que je leur dise... avant mes 30 ans, ils commencent à vieillir. Et ce qui m'a aidé, c'est le fait de me mettre en couple à ce moment-là. Parce que, en fait, quand on est gay aussi, ce qui est compliqué, je trouve, c'est de faire son coming out sans raison de l'annoncer, tu vois. C'est-à-dire que quand on a un copain, bah, une raison légitime de dire qu'on est gay, c'est de dire qu'on a un copain. Sinon, il y a certains contextes. Aujourd'hui, je suis tellement libéré par rapport à ça, j'ai plus de problème, je peux trouver n'importe quelle, enfin ça se fait naturellement. Mais sinon, quand on est un peu mal à l'aise, faut trouver une raison de dire, on lève pas la main, on dit coucou, je suis gay. Alors que de dire, ouais, moi, mon copain, tout de suite, ça amène une bonne raison. Mes parents, ça m'a permis, en montrant des photos de mon anniversaire, de mes 30 ans, voilà, tiens, lui, c'est mon copain et tout machin. Ça a permis de faire le truc progressivement. Ils ont réagi comment ? Avec beaucoup de bienveillance. Mon papa, il m'a fait pleurer parce que on est proches, mais pas plus que ça, quoi. C'est un papa et son fiston. On a une complicité, mais je veux dire, pas non plus outre mesure, mon grand dame, et je pense aussi. Mais il m'a dit, tu sais, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, tu sais, moi, tout ce qui compte, c'est vraiment que tu sois heureux. Voilà ce que tout le monde attendrait en fait, et là je me dis putain, j'ai attendu autant de temps, voilà, c'est pas grave, mais bon, si je l'aurais dit avant. Et sachant que, petite anecdote, encore une fois, quand je dis personne ne le sait mais tout le monde le sait, je pense que le premier à savoir c'est mon père, parce que en fait quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai eu une première longue relation qui a duré 6 ans, et en fait donc avec mon copain on vivait dans mon studio étudiant qui appartient à mes parents. Et en l'occurrence, mon père, des fois, ce qui venait, c'est qu'il venait sans prévenir. Voilà, parce que il est comme ça, il est un peu perché, il se rend pas compte quoi qu'il faut prévenir quand on va chez son gamin de 20 ans quoi. Et en fait, il est déjà rentré. Moi, j'étais pas là, mais il y avait mon mec donc qui était quand même à l'époque un grand bonhomme d'1m80, hyper costaud. Il ouvre la porte donc de son appartement, mon père, et là il tombe avec un mec comme ça qu'il connaît pas, torse nu, avec des tatouages chez lui dans le lit de son fils, en disant bonjour. Il dit je suis un copain. Ah bonjour, ok, d'accord. Et finalement ils ont fini par parler, rigoler, pas plus que ça. Mais après mon père est parti, et je n'ai jamais vraiment parlé. J'ai jamais parlé avec mon père. Ouais.
mais j'en ai parlé avec mon mec de l'époque. Et c'est vrai que plus tard, j'en ai parlé donc 10 ans après avec mon père, qui me dit oui, effectivement, quand je tombe sur ce mec dans ton lit chez toi, je me doute bien qu'il y a quelque chose, quoi. Mais voilà, toujours ce tabou qui fait que... Tu disais tout à l'heure que tes parents, t'as été élevé dans un feeling, je sais plus quel terme tu as utilisé, libertaire. Ouais, libertaire, une éducation, c'est libertaire. Du coup, ton cerveau, il disait quoi? Cette peur, elle disait quoi? Puisque on aurait pu avoir le préjugé que ça allait bien se passer parce que tu avais confiance en eux, vous aviez apparemment un bon lien. Et pourtant, c'était compliqué pour toi de faire le coming out. Tu sais pourquoi? Alors, c'est une question qui a été très importante pour moi pendant très longtemps, qui me perturbait de ça. Pourquoi, en fait? Pourquoi, malgré une éducation et une famille aussi bienveillante et pleine d'amour, enfin pleine d'amour dans le noyau dur, parce qu'après, si on étend les cousins, les tantes, les oncles, c'était sanguinolent. Mais par contre, voilà, dans la partie frères, sœurs et parents, là, on est vraiment un noyau dur plein d'amour. Pourquoi avoir mis autant de temps à leur dire, alors qu'on se parle de tout? Et donc, effectivement, pour en avoir parlé un petit peu avec mon psy récemment, en fait, ce qu'il me dit, c'est que c'est pas forcément parce que on a... en fait, la famille, c'est un cercle, mais il y a tous les autres cercles dans la vie. Et que c'est pas forcément parce qu'on a un cercle qui fonctionne bien que c'est facile, effectivement, de le dire. Et que quand les autres peuvent être un peu bancales, type effectivement, des collèges compliqués ou un peu de la violence dans les amis ou quoi, en fait, ça fout tout en l'air et ça fait qu'en fait, ça crispe, ça peut complètement crisper une personne et l'empêcher d'avancer dans sa construction. Donc, en fait... Quand tu arrives à Paris à 18 ans, t'es plus dépendant de ce milieu-là, de cet endroit-là, n'est-ce pas? Plus du tout. Mais pourtant, c'est encore actif. La peur est encore active dans ton cerveau. Alors, j'étais marqué effectivement au fer rouge de cette notion de ne le dire à personne. Ouais. Et pendant quelques années, mais je dirais pendant 4 ans, j'ai continué à avoir quand même beaucoup d'amis à beaucoup rentrer justement chez mes parents et je rentrais tous les week-ends, je voyais beaucoup d'amis encore, jusqu'à mes 23 ans, je pense, où là, c'est un peu délité avec ces gens-là, de manière naturelle. Et là, où vraiment, let it go, je me suis vraiment épanoui et ouvert au monde. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques années de transition où j'avais pas forcément envie de laisser ce milieu-là, qui me plaisait encore beaucoup, parce qu'encore aujourd'hui, je le regarde avec beaucoup de bienveillance. J'ai pas subi de violence frontale directe. Enfin, je dis ça, je pense que je l'ai occulté un peu aussi parce que il y a quand même eu j'ai quand même en souvenir 1 ou 2 guet-apens où on m'a amené après le collège pour me taper sur la gueule. Mais je pense qu'en fait, on a envie de les oublier ces moments-là. Ah ouais. Ouais. Et finalement, c'est-à-dire, c'est là en me parlant, parce que tu viens te contredire dans la phrase, parce qu'en fait, t'allais dire, moi j'ai, et en fait, tu te souviens. Ouais. Mais c'est vraiment plein d'ambivalence, hein. C'est-à-dire que oui, je me contredis dans une phrase et je me contredis de manière très générale dans mon cerveau là-dessus, parce que je regarde avec bienveillance cet univers, mais c'est vrai qu'il m'est arrivé des trucs un peu durs, parce que là je dis ça, mais ça passait aussi des agressions homophobes classiques, juste verbales, je dirais. Ouais, effectivement, quelques fois où on m'amenait, je sais plus, après la piscine ou quoi, pour me faire croire qu'on allait montrer un truc dans la forêt, et on me menait dans un fossé, et là t'avais un tel qui me sautait dessus et qui m'en foutait une ou deux. Mais bon, voilà. C'est horrible ce que je vais te dire, mais je pense que dans ma tête, je me dis presque, j'ai pas fini à l'hôpital non plus, j'ai pas non plus. Encore une fois, je pense que ça va de pair avec toute cette stratégie dont je parlais d'autodéfense et d'anticipation, qui font qu'en fait, il y a aussi toute une sorte de carapace d'autoprotection pendant l'adolescence qui se met en place. Un mécanisme d'autodéfense, de survie, qui se met en place pour dire, et puis le cerveau, il est tellement bien fait aussi, qu'il oublie. Il veut oublier, il oublie. Et du coup, je pense que voilà, donc en fait, tout ça, je pense que j'ai pas envie de me dire que j'ai été une victime à l'époque. C'est pas que ça me dérangerait, mais je me suis construit en me disant, c'est bon, passe à autre chose. On avance. Et ça m'a aidé d'une certaine manière. Je pense que ça a certainement eu aussi des désagréments à moyen terme et long terme sur mon mental. Mais aujourd'hui, je fais avec tout ce bagage et j'avance. Tu fais un lien entre ce rôle de passif et tout ce que tu viens de raconter, ou tu vois pas le rapport? Si, parce que moi, je pense que dans la vie,
enfin, comment dire, il y a des choses qui peuvent paraître très clichés, mais qui dit cliché, c'est que derrière, il y a quelque chose, quoi. C'est vrai que quand on parle souvent du rôle de passif, on parle c'est un aspect plus sensible, voilà, d'un côté plus féminin, tout ça, c'est les archétypes un peu du rôle qu'on veut donner au passif. Et c'est important parce que c'est un peu aussi un des grands thèmes qu'on aborde là, qui est ce rôle de passif. Le rôle du passif, c'est aussi d'avoir ce côté. Quand on dit faire la femme, tu fais l'homme, tu fais la femme. Ces questions absolument à glacer le sang qu'on peut peut-être plus entendre aujourd'hui, mais bon, peut-être encore. C'est quoi le lien du coup que tu fais entre ce que tu viens de raconter et ce rôle? Le lien, c'est cette sensibilité, je pense, qui est que j'étais sensible, donc je pense qu'on pouvait facilement s'attaquer à moi, on pouvait me dire certaines choses. Moi, j'avais pas. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus fort, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas les clés pour me défendre, ni physiquement, ni verbalement. Donc, c'est là où je fais un lien en fait avec ce rôle-là, c'est que même si à cette époque-là, je ne savais pas que j'étais passif, mais je l'étais déjà sûrement de manière ancrée en moi, et du coup j'étais très sensible, j'étais comme ça, un peu toujours à regarder ailleurs et à imaginer. Je vois pas le lien, je le comprends pas, parce qu'en gros, ce que je comprends, c'est que pendant pas mal d'années au début de ta sexualité, tu es uniquement pénétré. Et c'est quoi le lien entre être sensible et aimer être pénétré ? Ou est-ce que c'est ma question ou t'as cru que j'attendais que tu fasses un lien et tu te forces ? Je pensais que tu me demandais le lien entre pourquoi peut-être j'avais pu subir des agressions homophobes comme ça, ou être un peu affaibli à l'époque et le fait d'être passif. Juste ce que je veux dire, c'est que forcément, moi en tout cas, c'est peut-être juste ma personnalité, parce que clairement, on le voit, tout le monde n'est pas comme ça, mais dans ce rôle-là, moi j'avais une personnalité très introvertie, et c'est vrai que je pense qu'on pouvait facilement me tomber dessus. Il se trouve que plus tard, j'ai découvert que j'étais passif. Disons que ça allait de pair avec une personnalité, je pense, un peu douce et effectivement plus tempérée, et pas un tempérament colérique ou combatif que j'ai développé avec le temps. Ok. Toi, du coup, ces années de passif, c'est un plaisir, c'est-à-dire, toi, tu découvres ta sexualité et comment t'en arrives à préférer être pénétré que de pénétrer ? Je pense que la question s'est même pas posée parce que c'est fait comme beaucoup de garçons dans ma génération sur fond de porno un peu intensif, en fin d'adolescence, je dirais. Donc moi, comme j'ai dit, j'ai 36 ans, je fais partie d'une génération où le porno n'était pas complètement facile d'accès, mais il était quand même déjà un petit peu. C'est-à-dire qu'on n'allait plus voler les cassettes ou les VHS au kiosque, mais on n'était pas non plus sur l'over-consommation sur le smartphone. On était vraiment entre les deux. C'est-à-dire que moi, je fais partie d'une génération où la consommation du porno, c'était le soir, la nuit, en cachette, sur l'ordinateur familial. Quand tout le monde était couché, bien penser à surtout effacer l'historique. Donc il y a un gros truc, donc on n'est pas sur un device personnel, quoi. C'est important parce que on est vraiment sur une consommation très tabou, très, je dirais moi de mon point de vue de gamin de 17 ans, grave et dangereuse, risquée. Oui. Et et du coup, moi c'est comme ça que je me suis construit. Et en plus, à l'époque où fleurissaient des studios porno justement qui jouaient beaucoup sur cette différence de rôle, en fait, avec des rôles très marqués, très clichés. Bon, c'est le porno, il est comme il est, mais... Donc tu vois des stéréotypes en action. Le passif est plus comme ci, l'actif est plus comme ça, c'est ça ? Alors moi, complètement, ça se fait naturellement de me mettre dans ce rôle-là. Ça se fait naturellement, c'est-à-dire t'éprouves du plaisir à m'imaginer comme ça. Ouais, complètement. Et t'éprouves pas de plaisir à t'imaginer pénétrer quelqu'un ? Pas vraiment. Ok. Et du coup, t'es sexuellement actif à partir de quand ? Tu disais que t'étais en relation à partir de 19 ans ? 21 ans. 21 ans ? Avant ça, je n'ai eu aucun rapport sexuel. Ok. Voilà. Ta première fois, c'était avec le garçon avec qui tu formes le couple ? Alors non, mais presque. Non. J'ai eu une première relation très fortuite sexuelle avec un garçon, relation sexuelle complète, on va dire, et
juste des préliminaires avec un autre en fait, mais vraiment je dirais les 2 mois qui ont suivi ma mise en relation, donc en fait la construction de ma sexualité, je l'ai finalement faite avec mon ex avec qui je suis resté 6 ans, c'est pas avec lui que j'ai été dépucelé quoi. Ok. Voilà. Et donc toi, dans cette relation, tu te définis passif, et tu lui dis que tu préfères être pénétré, et vous avez ces rôles-là. Mm-hmm. Et ça, tu as l'impression que tu l'as cherché, c'est-à-dire, tu vois, tu étais dans la recherche d'une telle relation où tu étais uniquement passif et lui uniquement actif, ou c'était un peu la rencontre, le hasard? Non, parce que effectivement, on s'est rencontrés sur une appli, et je pense qu'à l'époque, voilà, sur l'appli, on devait déjà savoir, on devait déjà un peu dire dans quel rôle on était, ou peut-être même jusqu'encore une fois, on s'est compris, et puis très vite, on a su que c'était comme ça. Mais oui, j'ai cherché ce genre de partenaire-là, parce que moi, c'est ce dont j'avais envie. Mm-hmm. Et comment ça s'est passé, ces 6 ans, ces 10 années? C'était très tendre. Je dirais que la première année était vraiment magnifique, parce que moi, j'étais jeune, mais j'étais vraiment en détresse affective, parce que 21 ans, quand je dis dépucelé, premier amour à 21 ans, c'est-à-dire que avant ça, il n'y a rien. C'est-à-dire, il n'y a pas de relation sexuelle, mais ça veut dire il n'y a rien. Il n'y a pas un câlin, il n'y a pas un bisou, il n'y a pas un je t'aime, il n'y a pas une amourette de lycée, de collège, il n'y a rien. Enfin, c'est le vide, c'est le néant affectif. C'est quand même beaucoup 21 ans, sans rien. Donc là, effectivement, c'est un peu l'épiphanie. J'arrive à Paris, c'est génial. Quelqu'un de vraiment très gentil. Donc la première année se passe très bien. Et le problème, c'est qu'au bout d'1 an, j'en parle tout de suite, parce qu'effectivement, ça a vraiment très vite un impact sur l'aspect sexuel et ce rôle-là, qui est que j'ai eu donc un problème proctologique. Très rapidement, fulgurant, qui ensuite a mis une dizaine d'années à se traiter, avec lequel j'ai dû vivre, et qui fait que ça m'a bousillé ma vie sexuelle à partir de ce moment-là. Donc j'ai eu une première année sexuelle active, en tant que passive, d'épanouissement fou. Tu kiffais? Je kiffais à fond, okay, dans la caisse, vraiment à tout point de vue, avec un mec génial et tout. C'était monsieur Barack Tatou. Ouais, exactement. Sur lequel ton papa est tombé. Ouais, tout à fait. Vraiment monsieur propre, quoi. Vraiment un cœur tendre, vraiment hyper gentil. Il ne possède pas de cheveux? Et il n'avait pas de cheveux, non, exactement. C'est pour ça qu'il y avait un peu ce côté-là. C'était marrant. Et il était blanc? Et non, lui, il était marocain. Ok. Je sais pas, j'essaie de me souvenir à quoi ressemble Monsieur Propre. Il était d'origine... Non, mais parce qu'en plus, il avait une tête ronde un peu comme lui, chauve, voilà, baraque, donc ça suffit avec les tatouages, bon bah voilà, ça suffit. Et ça, c'était vachement bien pendant 1 an. Et qu'est-ce qui s'est passé en termes de santé? C'est quoi ce truc procto? Une fissure anale, tout simplement. Rappelle-moi ce que c'est. Alors, c'est vraiment comme son nom l'indique, rien de plus, si je puis dire, une toute petite plaie, vraiment au niveau de l'anus, tout simplement. Dehors ou dedans? Ça peut être les deux, mais moi, c'était dehors. Ok. Mais ça peut être dedans. Ok. Et comment c'est advenu pour toi? Comment on se fait une fissure? Alors, compris. Je tiens à le dire ici, si des gens l'écoutent, parce que je pense que, à qui ça arrive, l'entendent, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui culpabilisent ou qui pensent que ça peut venir de la sexualité, mais pour en m'être beaucoup renseigné, a priori, les médecins s'accordent à dire que le lien est très faible, sauf s'il y a eu viol ou rapport très très violent, sans gel ou quoi, ça peut venir de la sodomie. Moi, c'est pas mon cas. Moi, ça c'est un ou une experte de santé qui te le dit. Comme on n'est pas médecin, vaut mieux qu'on. Ouais. C'est pour ça que je dis. Parle en ton nom, mais toi, t'as eu des rendez-vous avec un ou une procto. Ah pas qu'un peu, ouais. Moult. Je peux te dire que j'ai été en grosse errance médicale pendant une dizaine d'années. Ouais. Ok. Ah ouais. Parce que c'était. C'est pas compliqué, mais je pense que. C'est-à-dire, tu es allé voir des proctos qui te disaient, je ne sais pas ce que vous avez. Alors, je tempère parce que je pense que j'ai mal fait les choses aussi moi, mais je dirais pas que plusieurs proctos m'ont pas dit, mais beaucoup de généralistes m'ont laissé en errance médicale. Et en te disant quoi, par exemple, comme diagnostic? Alors, soit c'était des mauvais diagnostics, effectivement, d'hémorroïdes. On m'a parlé de plusieurs autres choses, mais ou sinon, même en me disant que c'était ça, faut savoir qu'il y a trois manières surtout 2 manières de traiter les fissures. C'est
avec des petits médicaments et des laxatifs, c'est-à-dire on laisse reposer les fesses un moment, et si elle est fraîche, elle peut partir spontanément. Si elle est trop ancrée, c'est impossible. Faut faire une chirurgie. Là, c'est bien plus lourd. Ok. Et en fait, moi, à chaque fois que j'allais en voir, il me donnait ma petite crème comme ça. Merci, au revoir, 50 €, fermez la porte. Et sauf qu'en fait, non, en fait, ça ne fonctionne plus parce que ça fait des années, ça ne fonctionne plus. Il faut que je me fasse opérer. Alors que je comprenne, c'est que toi, tu avais le courage d'y aller parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui osent pas aller chez le médecin montrer leur cul. C'est ultra relou. Toi, t'as dépassé ça et t'es allé voir des professionnels. Les crèmes ne réparaient pas, donc en fait, c'est une plaie qui saigne ou pas ? La tienne, hein ? Légèrement. Ok. Mais justement, je rebondis là-dessus, c'est important, c'est qu'elle saigne de moins en moins. C'est pas bon signe en fait. Ça veut dire qu'elle s'ancre avec le temps et moins elle saigne, moins elle sera facile à réparer. D'accord. Et toi, en fait, tu mets les crèmes, sauf que ça passe pas et t'as sans cesse mal. Alors justement, là est toute la complexité de ça, c'est que c'est pas sans cesse. Ok. C'est que donc là, par contre, là effectivement, pour en venir à cette relation, ça a été sans cesse pendant, je dirais, les 5 premières années où chaque rapport sexuel était très compliqué. Et chaque fois que j'allais aux toilettes, c'était très compliqué. Franchement, hein, pour les gens qui connaissent pas, faut imaginer des petites décharges électriques ou des mini coups de ciseaux, quoi. À cet endroit-là, c'est terrible, ça fait très mal. Faut les soigner. Et alors, un rapport sexuel, autant te dire que c'est l'enfer. Sauf que moi, jeune gay qui arrive et qui je sais pas, effectivement, qui se sent, malgré un garçon très tendre, je me mettais beaucoup de pression. Je me sentais obligé de le faire. Je ne savais pas ce que j'étais parce que j'étais un peu en errance médicale. J'arrivais pas à le soigner. Donc moi, je me disais pas. Enfin, je me disais, je vais le perdre si ça s'arrête comme ça. Et je n'osais pas lui dire. J'étais con, mais j'ai pas osé lui dire, il l'a jamais su. Lui, tout ce qu'il pensait, c'est que j'avais plus envie de lui, et du coup que je ne venais plus vers lui. Donc, au bout d'un an, ce qui s'est passé, c'est que moi, je répondais plus du tout à ses sollicitations. Mais du coup, quand on faisait l'amour, des fois, le soir, par exemple, la nuit, il venait vers moi, et là, je me laissais faire en silence, quoi. Mais par contre, moi, clairement, j'allais plus vers lui, et donc ça a concrètement beaucoup participé à la dégradation de notre intimité et à terme de notre amour. Pourquoi pas devenir pénétrant du coup ? Parce que dans cette relation-là, c'était pas un sujet, quoi. Ah oui, ton partenaire avait pas envie. Encore une fois, je pense que par amour, il fait partie de ces gens qui auraient pu, je pense, mais moi, j'en avais pas envie, en fait. Et puis, pour tout te dire, j'ai même plus envie de sexe, en fait, à cette époque-là. J'ai plus envie de sexe, j'ai plus envie de rien, j'ai plus envie qu'on me touche. T'as mal ? Ouais, j'ai mal, je sais pas ce que j'ai. Et t'es à Paris ? Ouais. Et c'est quoi ? C'est une rencontre avec un proctologue en particulier ? Alors, comment tu te soignes ? Oui, mais plus tard. C'est-à-dire que donc pendant ces 5 ans, j'ai des douleurs incommensurables, c'est très compliqué, ma sexualité est en berne. À un moment donné, je vais pas le raconter parce que je pense que ça ne servirait personne, mais de manière un peu artisanale, j'ai réussi à faire en sorte que ça se stoppe un peu. Mais je pense que c'est pas une bonne manière de le faire. Preuve en est, c'est que c'est revenu. Entre-temps, j'ai quelques années de célibat, la grosse éclate, parce que justement, j'ai 3 années de répit. Parce qu'en fait, c'est une pathologie chronique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut partir et revenir. Okay. Donc, moi, je me dis, super, c'est fini. Pendant ton célibat, c'est la teuf parce que tu te fais plus pénétrer ? Si, mais parce que j'ai plus mal. Parce que ma fissure est réparée. Ok, et du coup, en fait, tu parles en ton nom, c'est ton témoignage, et du coup, raconte-toi. T'es pas médecin, et du coup, je crois que tout le monde est au courant que t'es pas médecin ni proctologue et qu'ils vont pas copier-coller ce que t'as fait. J'ai consommé des laxatifs à outrance, en fait. Okay. Qui modifient tes selles tellement que ça atténue ou ça modifie des trucs. Le problème, c'est que ça doit te défoncer l'intérieur, j'imagine. Complètement. Ouais. Et je l'ai fait vraiment trop... Et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai des gros problèmes de bide aussi, qui sont pas forcément que liés à ça, mais je trouve ça vachement important d'en parler parce que c'est le genre de problème, à moins d'avoir des potes très proches avec qui t'es super à l'aise, tu peux en parler à personne. À moins d'avoir les bons expertes autour de toi, ça peut être aussi compliqué. Donc, je trouve pas ça débile que
toi, tu racontes ton cheminement en alertant les gens d'aller voir des professionnels compétents. Mais du coup, te censure pas. En tout cas, tu fais une popote qui a des impacts négatifs et positifs, mais là, tu peux réavoir une sexualité pendant quelques années avant que ça revienne. C'est ça que j'entends. Exactement. Donc là, au bout de 3 ans, je me mets à nouveau en couple avec une autre personne. Qui ça va durer 5 ans. Et donc là, pareil, passionnel, c'est génial. Sauf que, pareil, une fois avec ce deuxième copain, au bout d'1 an, ça revient. Et alors là, je m'effondre. Parce que je me dis, voilà, ça revient. Et là, je vois le schéma se refaire. C'est-à-dire, en fait, comme avec le premier, l'amour va se déliter, ça va s'effondrer. Ma vie va s'effondrer parce que... il faut savoir que j'ai vu des professionnels de santé qui m'ont dit, non mais monsieur, attendez, genre en gros, c'est bon. En gros, vous n'êtes pas obligé, sans le dire comme ça, mais de manière un peu triviale, vous n'êtes pas obligé de vous faire enculer. Moi, j'ai entendu ce discours-là. Non, mais enfin, c'est un garçon. Pourquoi il se plaint? C'est bon. Il y a d'autres manières de faire. Bien sûr. Mais en fait, quand on se définit pas comme ça, quand pour soi la sexualité c'est ça et que c'est ce qu'on aime, et qu'en plus on rencontre quelqu'un avec qui on a une sorte de dynamique, en fait non. C'est pour ça que j'ai été très ému aussi plus tard de rencontrer vraiment, notamment un proctologue qui, moi, je considère comme un mec qui m'a sauvé la vie, parce que, en tout cas ma vie sexuelle, parce que effectivement, au-delà de m'avoir opéré, de m'avoir soigné à vie, il a été d'une compréhension et d'une douceur sans borne. Et c'est vrai qu'il y a un peu on entend tous les discours. Mais c'est super important ce que tu dis. En fait, il faut qu'on aille voir des experts médicaux qui sont formés et LGBT-friendly, quoi. Tout à fait. Parce que sinon, si tu tapes des gens qui... Complètement. C'est de la merde, quoi. Parce qu'en effet, t'as bien le droit d'avoir du plaisir sexuel qui passe par l'anal et c'est pas au médecin de te dire... Exactement, tout à fait. Parce que je pense qu'il y a... je pense qu'il y a une sensibilité... Enfin, moi, je connais notamment un garçon qui a eu des problèmes procto, mais en l'occurrence des hémorroïdes. Faut savoir, et alors là, pareil, c'est très important de le savoir, c'est qu'il y a plusieurs manières de soigner des hémorroïdes, dont une manière, qui se fait plus trop, mais qui se fait encore aujourd'hui en France, et qui, à terme, empêche tout rapport sexuel pénétré. C'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui des médecins. C'est une opération chirurgicale, c'est ça, qui fait que ça te resserre. Ouais. Et impossible à terme d'avoir des rapports sexuels. Donc ça glace le sang. Et la fissure, je sais que c'est pareil. Y a une sorte de manière de le traiter qui peut empêcher ça. Et ça s'appelle une sténose. Et en fait, une sténose, c'est un rétrécissement de l'anus, en fait. Et alors là, Et alors moi, autant te dire que c'est beaucoup ça aussi, au-delà de l'errance. Une fois que j'ai eu un diagnostic qui m'a vraiment terrifié à l'idée de la soigner, de passer par la case d'opération. C'est-à-dire, au-delà c'est costaud, quand même, l'opération. Et les suites sont très costauds aussi. C'était le fait de peut-être, parce qu'évidemment, les médecins, ils veulent pas non plus, et ils ont raison. Ils veulent pas, ils disent, oui, il y a une possibilité, ce qui est vrai. Une possibilité de quoi? Que tu sois désensibilisé? C'est pire que ça, que l'anus soit tellement resserré qu'on puisse plus avoir de rapport anal. Mais sauf que, il faut bien que t'aies des selles. Il faut bien que t'ailles aux toilettes. Ça passe. Ça passe, mais pas une bite. Ouais. Vraiment. Ça s'appelle une sténose. Okay. Et moi, ça me terrifiait d'avoir ça. Bien sûr. En fait, là, ma vie s'effondre, en fait, littéralement. Parce que là, je suis pas encore au stade de me dire, j'ai envie d'explorer d'autres territoires, j'ai envie de sortir de ça. En plus, j'étais en couple, c'était comme ça. Mais bon, au bout d'un moment, je suis quand même passé par là. J'ai rencontré ce super médecin qui m'a dit non, cette technique, qui a su me dire cette technique-là ne provoquera pas ça. Rassurez-vous, voilà. Et puis, je suis passé. Et ça t'a réparé? Ah oui, et depuis, il y a un avant et un après. Moi, je l'ai fait à 32 ans. Là, il y a quoi? 2 ans. Ok. Ouais, non, je l'ai fait il y a 2 ans. Il y a un avant et un après. Vraiment, honnêtement, il faut aller voir des spécialistes. Il faut le faire opérer. Moi, j'ai fait, ça s'appelle une fissurectomie avec anoplastie, qui est donc qui consiste à une incision de la fissure. C'est-à-dire que comme elle est tellement elle a tellement duré dans le temps, il faut en fait la scalper, littéralement, pour faire une plaie fraîche, qu'elle puisse se refaire. Et derrière, en fait, ils ont pris de la peau à l'intérieur de mon rectum, ou je sais plus où. Et ils font une greffe, en fait, dessus sur la peau. Voilà. Et puis, il y en a qui peuvent avoir peur en plus que ça laisse des traces. Moi, il n'y a aucune trace. Visuel, il a jamais été mieux qu'aujourd'hui. Donc franchement, faut pas avoir peur de ça. Te mate l'anus régulièrement. All day long. Ouais, toute la journée. Ok. Tu sais comment tu as
attraper une fissure anale, c'est bizarre. Ouais. Comment... Oui, pardon, parce que c'était une question que tu m'as posée au début. C'est constipation, beaucoup, très souvent. Qui blesse. Ouais, et moi je me souviens être chez moi aux toilettes à essayer de forcer pendant des heures et en fait c'est terrible et c'est pour ça que moi à chaque fois je le dis à mes potes quand ils me disaient putain je suis constipé, je leur dis putain arrête, va pas aux toilettes, passe pas ta vie aux toilettes pendant des heures à pousser parce que ça peut et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui ont ça. Parce qu'en fait, pendant l'accouchement, en accouchant, elles poussent et en fait, elles peuvent avoir ça. Okay. C'est des afflux sanguins en fait qui vont vers l'anus. Et donc... Pourquoi, pendant toutes ces années, tu as tous ces défis qui limitent ta sexualité, en tout cas de pénétrer, pourquoi tu parles d'un rôle de passif dans lequel toi, tu t'es un peu enfermé ? Qu'est-ce qui t'a enfermé dans ce rôle ? Qu'est-ce qui t'a empêché, quand tu regardes ce cheminement-là, avant le déclic, qu'est-ce qui t'a empêché d'aller essayer d'autres choses ? Alors, 2 choses. Je pense que c'est, j'ai pas envie de dire empêcher parce que bon, c'est des belles relations que je chéris avec beaucoup de recul aujourd'hui, mais de longues relations. Mais il y a déjà ça qui font qu'en fait, c'était, même si c'était des garçons très bienveillants, je pense que voilà, c'était pas leur truc de se faire prendre. Donc bon, voilà, c'était aussi voilà la dynamique de couple, des dynamiques de couple que j'ai connues qui m'ont un peu empêché de sortir de ça. Mais voulu, hein. Et deuxième chose aussi, je pense, c'est une sorte de peur aussi d'aller explorer ça, encore une fois, assimilé à une masculinité de laquelle je me sentais pas forcément légitime. Du coup, aller conquérir peut-être des garçons qui voudraient pas forcément de moi. Et puis, est-ce que j'en ai vraiment envie ? Je sais pas. Qu'est-ce que je veux ? Qui je suis ? Enfin, voilà. Et après, du coup, là, maintenant, de manière très récente, où je suis... guéri, ben finalement, c'est drôle parce que quand même une sorte de comble, c'est que c'est maintenant que je suis complètement guéri où je pourrais m'épanouir et y mettre des plots. Dans ton cul ? Non mais je rigole, mais où vraiment, en gros, là, voilà, je suis guéri, quoi. Ouais. Donc je peux vraiment m'amuser. Ou finalement, bah, c'est un territoire qui m'intéresse moins. Mais je pense qu'encore une fois, rien n'est du hasard. C'est que je pense que j'avais besoin de passer par la guérison pour peut-être clore ce chapitre un peu full passif, enfermé dans ce rôle-là. Et tu vas raconter la suite dans la prochaine partie, si tu veux bien. Avec plaisir. À tout de suite. Alors pour les auditeurs, à dans quelques jours. Et toi, à tout de suite. À tout de suite. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés, ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefetdespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.